Salut tout le monde, content de vous retrouver en ce lundi 26 décembre 2022. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez pu profiter de vos familles respectives. On a un Bitcoin qui, pendant ses vacances de Noël, se comporte plutôt comme un stablecoin. Regardez, vous avez son graphique ici. Alors non, là c'est en weekly, ici en 4 heures. Et on voit que depuis finalement le 17 décembre, on est sur quelque chose qui latéralise. C'est assez marrant de voir que là, il ne se passe absolument rien sur le marché. Avec également des altcoins qui ne font pas grand chose puisque cette semaine et la semaine précédente, l'altcoin dominance a quasiment pas bougé également. Donc j'ai hâte de voir comment ça se passera début janvier, comment est-ce qu'on va entamer cette nouvelle année, et bien sûr comment se comporteront les marchés. On va pour cela commencer cette émission avec l'ESP500 et l'indice du dollar. Vous allez voir que c'est assez intéressant, on va pouvoir faire le rapprochement avec le marché des crypto-monnaies. Et ensuite on ira voir notre cher Bitcoin, notamment en essayant de regarder ce qui s'est passé les mois de janvier. Les années précédentes, comment se sont comportés les mois de janvier. Et on va également rajouter la temporalité dans cette analyse des mois de janvier, puisque c'est bien beau de regarder chaque mois de janvier, évidemment, quand on est dans un marché hyper bullish, effectivement on n'a pas le même contexte, donc on va essayer de retrouver un mois de janvier qui correspond le plus finalement à l'état actuel des choses en termes de temporalité des cycles de 4 ans qu'on connaît sur le Bitcoin. Alors je sais même pas si je vais réussir à trouver quelque chose, je m'avance peut-être un petit peu trop, mais la seule façon de savoir si je vais trouver quelque chose pour vous, c'est de regarder l'émission, bien sûr. Ensuite, on va regarder quelques indicateurs long terme et on va voir que le Bitcoin entre dans une nouvelle phase de vie. On rentre dans une nouvelle époque. On va essayer de parler de tout ça et on va voir que beaucoup d'indicateurs, a priori, ne seront plus valides dans les années qui viennent. Des indicateurs qui fonctionnaient très très bien jusqu'à maintenant. Ensuite, on jettera un œil rapidement à la map des liquidités fournie par Decentrader. C'est vraiment cool. J'ai fait une émission vraiment sur ce sujet, pour ceux qui ne comprennent pas comment analyser ces choses-là, sur les crises de liquidité qu'on peut observer quand le Bitcoin chute très fort très vite ou quand le Bitcoin monte très très fort très vite également. Et comment est-ce que les personnes avec des très gros portefeuilles peuvent profiter de ces moments de panique ou d'euphorie pour acheter ou vendre du Bitcoin. C'est vraiment super intéressant. Je vous invite à la visionner. Je vous la mets ici en haut à droite. Allez, je vous fais pas plus attendre, je vous passe l'introduction. Pensez à l'abonnement, like si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on débute avec le dollar qui a un graphique assez intéressant en mensuel. Donc là, c'est quand même du très très long terme, il faut en être conscient. Mais effectivement, on a vu un dollar qui a vraiment surperformé le marché, pas même par rapport à l'euro, par rapport à n'importe quelle monnaie. Là, c'est sur l'indice, ça veut dire qu'on fait la moyenne du dollar par rapport à toutes les autres monnaies, tout simplement pour obtenir le graphique que vous avez sous les yeux. Pour l'obtenir, il faut taper DXY, c'est l'indice du dollar. Ça s'exprime en pourcentage, 104%, voilà. Je ne sais pas exactement comment est-ce que ce pourcentage est calculé, mais à la limite on s'en fiche. Ça veut simplement dire que ici, regardez, vous avez un dollar qui a en moyenne pris donc 30% de valeur par rapport à toutes les autres monnaies qui existent dans le monde. Et ici, on a touché un sommet quand même très important, et nous voyons maintenant depuis 2 mois que le dollar retrace. Voilà. Pour maintenant revenir chercher des niveaux qui sont des niveaux de support, notamment, vous voyez ceci, nous avons cassé cet ancien point haut qui en fait est un double top, pour maintenant le retester. Donc c'est intéressant. Et si on prend finalement l'ESP500 en parallèle, qui est généralement inversement corrélé au dollar, et nous avons eu cette chute depuis le mois de décembre, janvier 2022, vraiment sur une année, là on est vraiment sur une période d'un an, de 27%, pour aujourd'hui se retrouver à 19%. Et si on colle nos deux graphiques côte à côte, toujours en weekly, vous avez les rectangles jaunes qui représentent vraiment cette dernière année. Là, on fait la rétrospective de l'année 2022. Et vous voyez qu'en fait, c'est simple. En 2022, vous avez le SP500 qui a perdu en valeur pour un dollar qui a pris énormément en valeur. On voit que depuis, du coup, le 3 octobre, le dollar perd de la valeur et que depuis le 3 octobre, le SP500 prend de la valeur. Donc on peut se demander vraiment, quand on voit ça, s'il n'y a pas peut-être un retournement qui pourrait s'opérer. Ça va prendre du temps, c'est-à-dire que là, ça représente quand même un joli du coup V-top, inversé, donc c'est un V-top. On pourrait très bien avoir un dollar qui monte un peu de nouveau, un SP500 qui chute un peu, mais on a un début de retournement qui peut-être est en train de se dessiner, ce qui pourrait être assez positif pour l'année 2023. Bien sûr, ça reste à confirmer, il manque encore beaucoup de confirmations pour pouvoir affirmer ce que je suis en train de dire. Malgré tout, regardez, vous aviez le SP500 ici qui chute. Donc tout ça, on le sait, ce phénomène d'avoir SP500 qui chute avec le dollar qui monte est clairement lié au fait que les gouvernements ont décidé, en tout cas les États-Unis en premier lieu, d'augmenter les taux d'intérêt. Ce qui fait que l'argent coûte beaucoup plus cher qu'avant. Aujourd'hui, si vous souhaitez emprunter de l'argent, vous allez devoir rembourser beaucoup plus sur une période de 25 ans. Admettons que vous faites un emprunt immobilier, tout simplement, ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'avant. Et ça vous coûtera peut-être encore plus cher dans un an.
Donc ça veut dire que en faisant cela, en augmentant les taux d'intérêt, je résume, hein, là je fais vraiment quelque chose de très très résumé pour que vraiment tout le monde puisse le comprendre, le fait d'augmenter les taux d'intérêt rend l'argent plus précieux qu'avant. Donc ça permet de contrer l'inflation. Donc d'un côté, c'est positif d'augmenter les taux pour contrer l'inflation. Par contre, en revanche, quand on augmente les taux, on met un petit peu en stand-by l'économie. Hein, parce que vu que c'est beaucoup plus compliqué d'emprunter, donc l'argent coûte plus cher, c'est plus difficile pour les investisseurs finalement d'emprunter pour investir, etc. Donc finalement l'économie tourne, on va dire, au ralenti. Plus on augmente les taux et plus l'économie se comporte mal, on va dire. Je résume grosso modo, c'est pour expliquer ça. Et donc si l'économie se comporte mal, eh bien on a beaucoup de personnes également qui vont revendre au marché. Donc là, en l'occurrence, hein, c'est les actions, ça c'est un indice qui représente les actions des 500 plus grosses entreprises américaines. Donc voilà, ça a beaucoup chuté cette dernière année, mais là, on a l'impression que peut-être la tendance pourrait se retourner. Je reviens à mon explication. Vous avez un début de divergence qui se dessine sur le graphique, qui malgré tout, du coup, n'est pas du tout confirmé. Il faudrait pour cela que l'on vienne chercher sur le RSI un niveau supérieur à celui-ci. J'aurais dû faire une ligne horizontale, mais bon, vous comprenez le principe. Et peut-être que ça pourrait arriver début 2023, et si c'est le cas, on pourra peut-être imaginer un SP500 qui se reprend. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire un nouveau sommet? Non, pas forcément. On peut très bien nous dessiner un grand M ici par la suite et donc avoir un marché qui continue de chuter. Mais en tout cas, on peut avoir une perspective en 2023, excusez-moi, sachant que ça c'était une année. On peut très bien avoir une année 2023 avec un SP500 qui monte légèrement pour peut-être entamer ensuite finalement quelque chose de très bearish. Ce qui pourrait d'ailleurs remettre en cause peut-être, après bon, on n'en est pas encore là, mais peut-être remettre en cause en partie peut-être l'adoption qu'on pourrait observer sur la blockchain et les cryptos en 2024. Vous savez, avec le halving du Bitcoin, etc., etc. Mais on n'en est pas là, on va pas trop spéculer là-dessus, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. En attendant, ce qui est sûr, c'est que là, voilà, on a une perspective peut-être de divergence confirmée dans le futur, hein, dans quelques semaines, sur le SP500. Avec, on le voit ici en ajoutant le RSI également sur l'indice du dollar, également une divergence qui se dessine sur la même période de temps, hein, en termes de RSI sur le dollar. Vous voyez, qui cette fois-ci même a été confirmé en weekly. Maintenant, on peut aussi regarder le RSI du dollar en mensuel, et on voit que même sur une période de 5 ans, on a peut-être, regardez, on a un sommet moins important que celui qu'on a eu ici en 2015, et donc ça c'est vrai, ça peut nous informer d'une hausse un peu trop importante ici, en tout cas ce que l'on a vécu ici en septembre 2022. On verra bien, mais en tout cas si ça se passe de cette façon, bien sûr on n'a pas encore les confirmations, mais si ça se passe de cette façon, forcément, a priori, on pourrait avoir un marché assez intéressant en 2023 sur le Bitcoin et donc les crypto-monnaies. Puisque de la même façon que le SP500, on a un Bitcoin qui se comporte de façon inversement corrélée au dollar et plutôt corrélé au SP500. J'enchaîne maintenant avec quelque chose que je trouve très intéressant. Vous savez, moi j'adore faire ce genre d'analyse. Et ici, vous voyez différents codes couleurs avec différents rectangles ici. Et vous voyez les lignes donc qui sont verticales jaunes qui représentent le halving. Celui de 2024, il est spéculé pour le mois de mars, voire le mois d'avril 2024. Ici, le halving de 2020, il a eu lieu le 11 mai. Le halving de 2016, il a eu lieu en juillet. Donc vous avez des rectangles de différentes couleurs, mais chaque rectangle représente un début d'année. Ici, en 2016, 2017, jusqu'à maintenant 2023. Maintenant, j'ai fait un code couleur qui montre la phase de marché de chaque début d'année. Ici, par exemple, c'était juste avant le halving de 2016. Donc ici, pareil, j'ai remis un rectangle blanc de la même couleur pour dire que c'était le début d'année juste avant le halving de 2020. Vous voyez qu'ici, c'est juste après, je l'ai mis en orange. Le début du marché baissier ici de 2018 représente également le début du marché baissier de 2022. Donc là, c'était entre janvier et mars 2022, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant de voir que ça colle, en fait, tout simplement. Et que là, on se retrouve donc sur cette zone bleue qui, si on reprend finalement le cycle précédent, représente cette zone-ci. Donc ça c'était le début d'année 2019, c'est ça, où le Bitcoin était passé donc de 3000 $, approximativement donc en 3 mois, ici on était sur les 6000 $. Et si on prend 5-6 mois, on avait même fait un 300%, donc x3, x4 pour le Bitcoin. Donc si là on a un scénario similaire à 2018 qui se produit, on aurait donc un Bitcoin qui effectue, pourquoi pas une hausse, peut-être pas aussi importante parce qu'on n'est pas dans le même contexte de volatilité. Et donc, grosso modo, on aurait un x2 sur le Bitcoin et ça nous ramènerait sur ce niveau environ de résistance. Si on reprend un Fibo qui reprend toute la baisse de 2022, voilà, en gros, ça représente la zone de rechargement de short. Donc ça, c'est quelque chose de possible. Si on effectue un scénario similaire à au crash de 2018, eh bien, ce sera ça qui se produira début 2023.
Maintenant, regardez, j'ai ajouté le rectangle bleu qui représente le début d'année 2015. Donc là, je repars encore sur le bear market encore précédent, en 2015, et on voit que c'était pas le même contexte. Si effectivement on a un scénario qui est comme le bear market de 2015, bah, ça va prendre plus de temps, hein. Il va peut-être falloir attendre une année supplémentaire avant de voir une réelle hausse sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est tout simplement cette petite analyse que je voulais vous faire, qui nous montre encore une fois, avec encore quelque chose de différent, que peut-être le bottom du Bitcoin est quand même très très proche. Que a priori on n'est pas loin de ce bottom, hein, sur le prix, c'est-à-dire le point bas, hein, sur le prix du Bitcoin. Parce qu'on voit que ces deux zones bleues finalement précédentes des deux précédents bear market matérialisaient clairement les bottoms du Bitcoin. Donc voilà, c'est également quelque chose de très intéressant que l'on peut observer. Et couplé avec l'analyse précédente du SP500 et du dollar, en fonction de ce qui se passera en ce début d'année, eh bien peut-être on aura soit le scénario de 2015, soit le scénario de 2018. Voilà, c'est une affaire à suivre. J'espère qu'on aura un peu de mouvement, hein. On s'était un peu mieux amusé en 2018 avec un Bitcoin qui fait un x4 pour à nouveau perdre à nouveau 70% de sa valeur. Peut-être que ça sera quelque chose de similaire. Peut-être qu'en fait on va monter aux 30 000 pour aller chercher les 10 000. Peut-être qu'on va encore établir un scénario complètement différent des deux précédents. Voilà, tout est possible, mais malgré tout, ça nous laisse envisager probablement que le bottom est quand même très très proche du niveau actuel. Je voulais vous passer quelque chose d'intéressant également, c'est sur le site Look into Bitcoin, comme d'habitude, on voit finalement des graphiques long terme avec des indicateurs long terme qui nous donnent des indications un peu sur les sommets, les bottoms du Bitcoin, voir un peu comment ça s'est passé, etc. Et on observe que sur le cycle baissier qu'on vit actuellement, eh bien on change d'époque dans le sens où le Bitcoin devient tellement volatile qu'a priori les hausses exponentielles qu'il a eues ces 10 dernières années risquent de ne plus se produire de la même façon. On aura toujours peut-être des hausses et des baisses, mais la volatilité risque de se réduire, et cela est dû au fait qu'il soit fortement capitalisé. Je vous montre par exemple ici, donc vous aviez à l'écran la moyenne mobile 200. Vous voyez qu'on était en dessous de la moyenne mobile pour la première fois depuis son histoire. Maintenant, le stock to flow, on voit que lors du précédent bull market, on n'a pas fait de sommet comme c'était le cas avant. Vous voyez qu'ici le stock to flow modèle indiquait les 5 000 $, on avait touché les 20 000. Ici le stock to flow modèle indiquait les 165 $, on avait touché les 1100 $. Là, le stock to flow indiquait donc les 65, 70 000. On a touché pile poil le niveau que le stock to flow indiquait. On voit que là maintenant, on redescend beaucoup plus bas que le niveau du stock to flow, pas comme les fois précédentes. Donc on voit que la volatilité est de plus en plus faible et qu'a priori peut-être le prochain sommet sera très très loin quand même des 550 000 $ que nous indique ce modèle de stock to flow. Donc c'est pas parce qu'un indicateur marche depuis tout le temps qu'il continuera de marcher à l'avenir, et on le voit clairement ici. Et c'est le cas de beaucoup d'indicateurs, puisque la raison pour laquelle finalement on utilisait le stock to flow model pour faire nos analyses ou pour essayer de prédire le prix de Bitcoin, c'est parce que ça a fonctionné. On voyait vraiment que le cours se stabilisait quasiment sur cette ligne marron sur chaque cycle, hein. On allait beaucoup plus haut et un peu plus bas, mais on se stabilisait dessus. Et on voit qu'a priori ça va plus être le cas. On a l'impression que ça sera plus le cas, et donc ça sera un indicateur que l'on arrêtera d'utiliser. Il y a beaucoup d'indicateurs sur Look into Bitcoin qui vont a priori disparaître. Et il y en a des nouveaux qui apparaissent, des nouveaux qui collent beaucoup plus avec la situation actuelle. Dont celui-ci qui est exceptionnellement bien, je trouve. Je l'avais décrit sur une émission, on le refera au cours d'autres émissions probablement. Mais je vais pas le faire aujourd'hui. Mais je peux vous en montrer d'autres. Par exemple celui-ci, on voit qu'on n'est plus du tout dans ce canal et qu'on y est sorti et qu'a priori cet indicateur n'aura plus trop de sens à l'avenir. Voilà, donc je voulais faire cet aparté pour vous montrer que les indicateurs ne sont pas toujours viables sur le long terme et que se fier uniquement à une seule source d'information, des fois, ça peut vous conduire en erreur. Par exemple, sur le stock to flow model, si vous vous attendiez à un Bitcoin qui casse par 4 le prix indiqué par le stock to flow model, vous auriez attendu en 2021 un Bitcoin qui touche les 200 000. Et ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça, c'est toujours bien de se fier à plusieurs éléments et pas forcément regarder toujours le même indicateur. On termine cette émission avec la map des liquidités. On observe qu'effectivement au sud, on a quand même un petit peu de liquidité à venir chercher. Si les whales ont encore besoin ou encore l'envie d'investir dans le Bitcoin, effectivement, il faudrait qu'ils fassent pousser un peu ce marché au sud. Pourquoi pas pour aller jusqu'aux 14 000 $. Mais on voit qu'au niveau du cumulatif, on n'a pas énormément d'argent à venir chercher. Il y en a plus au nord et effectivement aux alentours des 26 000. Et ici, pourquoi pas jusqu'aux 30 000 $. On a vraiment beaucoup regardé sur le cumulatif avec cette ligne qui est de couleur indéterminée, qui représente des niveaux beaucoup plus importants, quasiment 2 fois plus de liquidité à venir chercher au nord, ici en faisant pousser le marché par contre un peu plus, hein. Il faut quand même quasiment doubler le prix du Bitcoin pour aller chercher cette liquidité, mais dans le contexte dans lequel on est actuellement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient bullish, et donc ça pourrait entraîner effectivement un marché qui
qui serait assez simple à faire monter sur des prix plus élevés. Parce que si beaucoup de personnes sont bearish sur le marché actuellement, c'est-à-dire que même si on retourne sur les 20 000 et qu'on a toujours autant de personnes qui ne croient pas que le Bitcoin pourrait monter jusqu'aux 40 000, bien à ce moment-là, ça va être très facile pour les très gros portefeuilles de faire pousser ce prix vers le haut pour ensuite pouvoir revendre les Bitcoins qu'ils ont a priori achetés plus bas sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement, hein, pour effectivement prendre leur profit, hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Le graphique 4 heures ne nous montre pas de choses différentes de ce que l'on a vu la semaine dernière. Si on prend tout simplement ce range que l'on avait positionné sur le graphique, on voit qu'on est toujours au milieu du range, comme la semaine dernière, hein. Ça n'a pas bougé. J'attends de voir un petit peu ce qui se passera pour voir si ensemble on pourrait essayer de prendre des trades. Vous savez, le lundi, j'essaye d'imaginer finalement où est-ce que le Bitcoin pourrait aller sur la semaine qui vient et donc essayer d'ouvrir un trade en long ou en short pour essayer de voir. On en avait déjà ouvert 2 d'ailleurs, regardez, je vous les remets ici, je l'ai mis sur ce graphique. Le premier qui était gagnant, hein, où on avait un risque-reward d'ailleurs assez intéressant, équivalent à 3. Le deuxième qui était perdant, avec un risque-reward de 2, tout simplement. Et là, il y avait un très très beau trade à prendre, puisque nous sommes venus chercher un double top. Malheureusement, on l'a pas pris ensemble, hein, puisque j'ai pas fait d'émission ce jour-là. Ici, voilà, ça a énormément chuté. Bon, après, vous savez, c'est pas parce que je dis ça que je savais ce qui allait se passer, hein. Faut pas changer mes propos. C'est-à-dire que là, on aurait pu très bien toucher ce niveau-là, le casser par le, toucher le stop loss, et ce trade aurait été complètement perdu. Mais malgré tout, j'estime que ça aurait été un très très beau trade à prendre. C'est-à-dire que même s'il est perdant, et c'est là qu'il faut bien remettre son cerveau d'aplomb, c'est qu'on ne sait pas dans quel sens va partir le cours, on ne sait absolument pas si le trade qu'on va prendre sera gagnant ou perdant, mais ce qu'on sait, c'est que là, on avait un très très beau trade à prendre en termes de risque-reward. On aurait pu avoir un risque-reward de 3 très facilement, tout simplement, c'est-à-dire gagner 3 fois plus que ce que l'on perd, tout ça en ayant une probabilité de gain assez importante. Donc là, c'était un très beau trade. Malgré tout, évidemment, il aurait pu être perdant, on aurait pu aller chercher le stop loss, faire des confirmations, sortir de ce range et pourquoi pas réintégrer la zone des 22 000 sans aucun problème, hein. Le trading, c'est pas une science exacte, c'est-à-dire qu'on joue beaucoup avec les probabilités, mais on part toujours du principe qu'absolument, on ne sait absolument pas dans quel sens le cours va partir, puisque ça dépend de l'offre et la demande, et on peut pas anticiper que quelqu'un à l'autre bout du monde va décider d'acheter du Bitcoin avec plusieurs millions, donc ce qui fera monter le cours, on peut pas savoir qui va agir quand, bien évidemment. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission, j'espère que ça vous a plu, pensez à l'abonnement, like si c'est le cas, je vous souhaite une excellente journée, demain on parlera des altcoins, hein. J'ai un programme spécifique en fonction des jours de la semaine, le lundi c'est le Bitcoin, le mardi les altcoins, et d'autres sujets spécifiques pour encore les autres jours de la semaine, voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, à demain, ciao tout le monde.